Bon. Allez-y. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième webinaire de la semaine de la dénutrition. Je suis Marion Karadec, je suis faisant fonction cadre de l'unité diététique de l'hôpital Neurocardio et donc je vais être modérateur pour cette présentation d'aujourd'hui. Et donc nous sommes avec le docteur Cécile Chambrier, médecin nutritionniste et chef de service de la nutrition clinique intensive sur l'hôpital Lyon-Sud. Et donc, elle va nous proposer une présentation sur le dépistage de la dénutrition chez l'adulte. Vous pouvez poser toutes vos questions pendant la présentation sur le chat par écrit. Et donc, à l'issue de la présentation du docteur Chambrier, nous répondrons à vos questions que vous aurez posées tout au long du PowerPoint. Je vous laisse la parole, Madame Chambrier. Merci Marion. Donc, à mon tour de saluer tous les présents. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis ravie de vous présenter les recommandations de l'HAS de 2019 sur le dépistage de la dénutrition chez l'adulte, bien sûr en gériatrie, puisque vous aurez cette présentation, je crois, jeudi prochain par le professeur Bonnefoy avec de toutes nouvelles recommandations. Au cours de cette présentation, nous verrons pourquoi il est important de dépister la dénutrition et on parlera bien évidemment des recommandations. Ces recommandations, je tiens à préciser qu'elles font suite à un travail consensuel de l'HAS qui s'est déroulé donc au préalable un petit peu avant 2019 et elles font suite à des réflexions internationales qui ont eu lieu sur le dépistage de la dénutrition. Et je pense qu'il y a peu de disciplines médicales où les recommandations sont consensuelles dans le monde entier. Maintenant, quand on parle de dénutrition chez l'adulte, tout le monde, dans le monde entier, utilise exactement les mêmes définitions, les mêmes recommandations, les mêmes critères. Donc, qu'est-ce que déjà la dénutrition? Parce que vous devez vous poser la question et la réponse n'est pas aisée, n'est pas simple, parce que c'est une maladie qui est polymorphe. C'est une maladie ou un état pathologique qui va entraîner souvent une perte de poids, toujours une fonte musculaire et qui est associée à des modifications de tous les tissus de l'organisme et des fonctions de l'organisme avec un dysfonctionnement de toutes les fonctions de l'organisme. Elle fait suite à des apports alimentaires qui ne couvrent pas les besoins de l'individu. Alors, dans les pays en voie de développement et parfois en France, c'est parce que l'accès à l'alimentation est difficile et on ne peut pas couvrir ses besoins. Mais le plus souvent en France, la dénutrition fait suite à une maladie, à un état pathologique aigu ou chronique associé à une anorexie. La gravité de la dénutrition est liée à l'importance de la fonte musculaire avec des conséquences cliniques qui sont tout à fait mesurables et on va les voir tout de suite. Alors, les conséquences de la dénutrition sont multiples et la première des conséquences, c'est une augmentation du taux d'infection. Alors, en général, les patients dénutris ne meurent pas de dénutrition à proprement parler, mais vont mourir des complications engendrées dues à la dénutrition. Et la première cause de mortalité lorsque l'on est dénutri, c'est les complications infectieuses. En général, elles sont globalement augmentées d'un facteur 1,5 à 2 par rapport à quelqu'un qui n'est pas dénutri. Et là, c'est une étude française qui avait été publiée au CHU de Nice et qui montre le taux d'infection nosocomiale chez les patients non dénutris à gauche, avec les patients qui ont une dénutrition sévère tout à fait à droite. Et vous pouvez voir que le taux d'augmenter d'un facteur 2 quand on a une dénutrition non sévère et plus de 3 quand on a une dénutrition sévère. La dénutrition va augmenter aussi le délai de cicatrisation quand on a eu un traumatisme, quand on a eu une intervention chirurgicale. Et si bien lorsqu'on a eu une intervention chirurgicale, là aussi le taux de complications, en général c'est le taux des complications médicales mais aussi chirurgicales, augmente d'un facteur 2 voire plus quand on a une dénutrition sévère. On a une augmentation bien sûr de la durée de séjour et on l'a retrouvé aux hospices civils. On a une augmentation du taux des réadmissions en raison de la dénutrition
lorsque le patient a pu sortir, une augmentation du délai de récupération après une maladie, après une intervention chirurgicale, une augmentation du taux de mortalité. Et là, c'est deux courbes, en bleu les patients non dénutris, en rouge les patients dénutris. Et c'est après une cystectomie bricaire pour un cancer de vessie. Et vous voyez que la mortalité chez les patients dénutris est bien plus importante immédiatement après l'intervention, mais ça impacte aussi la survie sur les 5 ans qui suivent. Donc, on a une augmentation de la mortalité à court terme, mais à long terme. Et puis, bien sûr, on a une augmentation des coûts, et là, c'est des chiffres hospice civil dans les séjours hors réanimation, où les patients dénutris en rouge ont un coût de séjour bien plus important que les patients non dénutris. Donc, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Je vais essayer, voilà, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Quelle est la fréquence de la dénutrition? C'est une maladie, un état pathologique qui est fréquent. À l'hôpital, on considère que 20 à 40% des patients hospitalisés sont dénutris, quelle que soit la pathologie, quelle que soit la spécialité. Aussi, chez les patients cancéreux, donc là aussi toujours une publication niçoise, mais sur un collectif de patients français. Donc vous pouvez voir le taux de dénutrition en fonction du type de cancer. Et globalement, on considère qu'environ 40% des patients cancéreux sont dénutris. Bien sûr, plus le cancer est évolué, plus on a un taux de patients dénutris important. Mais on rencontre également la dénutrition en réanimation, en post-opératoire, et puis dans toutes les atteintes d'organes, que ce soit le rein, des problèmes respiratoires, l'insuffisance cardiaque, des atteintes hépatiques, avec des taux très variables en fonction des critères de dépistage, mais aussi de l'évolutivité de la maladie. Et aux hospices civils, une enquête qui avait eu lieu il y a quelques années montrait qu'on avait dans les hors réanimation environ 33% des patients qui étaient dénutris. Donc, vous voyez, on est tous les jours confrontés à de la dénutrition. Quels sont les risques, les patients qui sont à risque de présenter une dénutrition? Bien, ce sont tous les patients qui ont un cancer, une hémopathie maligne. Ce sont tous les patients qui ont une pathologie chronique, insuffisance d'organes, insuffisance respiratoire, insuffisance rénale, un handicap, une maladie infectieuse chronique, les antécédents de chirurgie digestive, bien sûr, ou des pathologies digestives. Toutes les pathologies psychiatriques entraînent des syndromes de dénutrition. Il y a également, je voudrais insister sur les symptômes chroniques. Alors, bien sûr, la dysphagie, quand on a des difficultés à avaler, on ne va pas couvrir ses besoins, mais il faut savoir en particulier qu'un patient qui est douloureux, c'est un patient qui ne va pas manger, donc une douleur mal prise en charge va entraîner une dénutrition. La même chose quand on a un patient qui est dyspnéique, en raison de sa dyspnée, il va limiter ses ingestes. Et puis, on a bien sûr les personnes âgées. Et puis, on a des pathologies, des traitements qui vont induire une diminution des ingestats et pouvoir induire une dénutrition. Et bien sûr, tous les traitements anticancéreux, que ce soit chimiothérapie, radiothérapie. Et en particulier aussi, les patients ont beaucoup de traitements médicamenteux, ceci va générer une anorexie. En général, il est considéré dans la littérature qu'une polymédication, au-delà de 5 traitements, donc vous voyez, c'est très fréquent, peut induire une dénutrition. Alors, un petit quiz, parmi toutes ces photos, qui est dénutri? Je vous laisse 30 secondes, même pas, pour essayer de trouver les patients qui sont dénutris. Il y en a, ça saute un petit peu aux yeux, d'autres peut-être un peu moins. Donc, pour moi, ces patients-là ne sont pas dénutris. Ils ont l'air d'avoir une activité physique importante. Ces patients-là sont dénutris et on reverra pourquoi la personne très obèse peut être dénutrie. Et puis, oh, excusez-moi, j'ai été trop vite. Il y a pour 3 personnes, on ne sait pas et il va falloir aller plus loin, il va falloir aller chercher les critères de dénutrition. C'est ce que l'on va faire maintenant et ce que recommande l'HAS. Donc, la dénutrition doit être dépistée chez tous les patients hospitalisés à l'admission dans les 48 heures qui suivent l'admission. Il va falloir, les recommandations actuelles,
propose de rechercher des signes de dénutrition et puis essayer d'expliquer l'origine de la dénutrition. Donc, en ce qui concerne les signes de la dénutrition, c'est ce que l'HAS appelle des critères phénotypiques, c'est un mot un peu barbare, mais c'est très simple. Il suffit d'un des trois critères mis en gras là-dessus, soit une perte de poids. Dès que la perte de poids est supérieure à 5% en un mois, on peut être considéré comme dénutri, ou 10% en 6 mois, ou par rapport au poids habituel. Dès que l'IMC est inférieur à 18,5, on est considéré comme dénutri, dès qu'il y a une réduction de la fonction ou de la masse musculaire, on est considéré comme dénutri. Alors, en ce qui concerne l'origine, on retrouve un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est une réduction des ingestats de plus de 50% pendant une semaine ou une réduction des apports pendant plus de 2 semaines. C'est soit un patient qui a une pathologie digestive qui va entraîner une malabsorption intestinale avec une absorption réduite des aliments, soit des patients en situation d'agression qui vont entraîner une augmentation de la dégradation des protéines, soit en pathologie aiguë, soit en pathologie chronique, comme on le voit dans toutes les pathologies chroniques évolutives. Alors, comment on estime la masse musculaire? L'HAS recommande d'utiliser soit la fonction avec 2 tests, le grip test qui est une mesure de la force musculaire. Il faut un instrument qui s'appelle un hand grip pour mesurer la force musculaire, ça coûte environ 300 €. Soit un test qui mesure la vitesse de marche. Et là, je vous ai mis les valeurs qui avaient été considérées comme signes de dénutrition par l'HAS. Soit on mesure la masse musculaire. On a 3 techniques actuellement reconnues pour mesurer la masse musculaire. La densitométrie, la DEXA, c'est la technique qui sert à mesurer la densitométrie osseuse. Donc, il faut faire une mesure de toute la masse. Je vous ai mis les cutoffs. Alors, la masse musculaire appendiculaire, ce n'est pas de l'appendice, hein, c'est la masse des membres supérieurs et membres inférieurs, soit l'impédancemétrie, chez un patient alité, on va mesurer soit l'indice de masse maigre, c'est-à-dire la masse non grasse, ou la masse musculaire, et soit le scanner. Alors là, c'est de la recherche parce que c'est sur des coupes de scanner en L3. Il faut que le radiologue ait le logiciel adéquat ou fasse les mesures. C'est assez long, ça prend 20 minutes à une demi-heure par patient. Et il peut mesurer les masses musculaires. C'est ce qu'on voit sur cette coupe de scanner en bas et à gauche. Et les muscles, c'est ce qui est représenté en rouge. C'est mesuré, c'est passé dans un logiciel et on estime que la dénutrition un patient est dénutri s'il a une masse musculaire abaissée en dessous des valeurs seuil marquées ici. À chaque fois, les normes sont moins importantes pour la femme que sur l'homme. Alors, après, une fois qu'on a déterminé si le patient est dénutri ou pas dénutri, il faut mesurer la sévérité de la dénutrition. Donc, la dénutrition est dite sévère. On est dénutri ou on est dénutri sévère. Et la dénutrition est dite sévère quand la perte de poids est supérieure à 10% en un mois ou supérieure à 15% en 6 mois ou par rapport au poids habituel. Elle est sévère aussi, mais il suffit d'un des trois, hein, si l'IMC est inférieur à 17, dans ces cas-là, ou apparaît seulement là maintenant l'albuminémie inférieure à 30 grammes par litre, quel que soit le niveau de la CRP. Avant, on avait des critères. Et la technique doit être mesurée par de l'albuminémie. Ce n'est pas l'albuminémie sur l'électrophorèse des protéines, c'est le dosage vrai d'albuminémie par ces 2 techniques. Quand on demande une mesure d'albuminémie aux hospices civils, elle est mesurée avec une de ces 2 techniques. Et ainsi, aux hospices civils, sur les 33% de patients qu'on avait qui étaient dénutris, un quart de ces patients présentent une dénutrition sévère. Alors, le diagnostic de la dénutrition, en général, il est fait comment? Là, je vous reprends le travail d'un mémoire d'une diététicienne de Lyon-Sud qui avait fait en chirurgie colorectale, mais on retrouve ça dans de nombreuses publications. En général, le diagnostic de la dénutrition, il est fait sur la perte de poids, dont l'utilité de peser systématiquement un patient et de lui demander son poids habituel. Elle avait fait le diagnostic de la dénutrition dans un quart des cas sur la perte de la fonction musculaire, sur la diminution, et seulement dans moins de 10% des cas sur la valeur de l'IMC qui était inférieure à 18,5 ou inférieure à 17 pour les dénutritions sévères. Alors, pourquoi l'IMC n'est pas un si bon critère que ça? Mais on peut avoir un IMC normal ou un IMC
élevé et être dénutri. Et c'est ce que montrent ces deux graphes. L'IMC, c'est le poids sur la taille au carré. Et c'est un très bon reflet, comme vous pouvez le voir ici, du tissu adipeux, de la masse. Plus l'IMC est élevé, plus on a de tissu adipeux. C'est ce qui est marqué ici. Alors, en revanche, en ce qui concerne la masse maigre, la masse musculaire, eh bien, il n'y a aucune corrélation avec l'IMC. On peut avoir un IMC élevé, par exemple ici à 40, et vous voyez qu'on peut avoir une masse maigre faible ou une masse musculaire élevée. Donc, l'IMC n'est absolument pas corrélé à la masse musculaire et c'est ce qui est important dans la dénutrition. Donc, ce n'est pas un très bon critère. Il faut mieux rechercher la perte de poids ou la baisse de la fonction musculaire. Alors, dépister la dénutrition, c'est bien sûr pour la prendre en charge. Et c'est indispensable de la prendre en charge. Toute personne dénutrie doit avoir une prise en charge nutritionnelle. Vous pouvez vous faire aider par les diététiciennes des hospices civils et j'allais dire même une personne dénutrie doit être vue par la diététicienne des hospices. Donc, ça va être, c'est progressif. Il faut supprimer tous les régimes. Quand on est dénutri, il n'y a pas lieu d'avoir un régime alimentaire restrictif. Il va falloir enrichir l'alimentation, si nécessaire, ajouter des compléments oraux, voire mettre en place une nutrition entérale et exceptionnellement une nutrition parentérale. Le suivi, bien sûr, l'HAS, j'ai oublié de marquer que c'était des recommandations de l'HAS, mais ce sont des recommandations de l'HAS. On recommande de suivre ces patients qui ont été dépistés dénutris. À l'hôpital, il faut faire un suivi, une réévaluation nutritionnelle de tous les patients, même si on n'est pas dénutri, une fois par semaine. Et en médecine, en MCO, et en SESR une fois par mois. Et puis en ambulatoire, une fois que le patient est sorti, il faut systématiquement réévaluer à chaque consultation les patients qui sont suivis pour une maladie de longue durée, que ce soit un cancer, une atteinte d'organes, une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque, un diabète. Et puis un patient qui a été dénutri sur un épisode aigu, il doit être évalué au moins une fois dans les 3 mois. Et si je prends par exemple la situation du Covid, puisqu'on a eu beaucoup de patients qui ont fait une maladie Covid ces dernières années, quand on regarde l'évolution du poids, donc là c'est une étude italienne, en rouge c'est les patients qui ont été hospitalisés en réanimation et en bleu les patients qui ont été hospitalisés en médecine, vous voyez que par rapport à l'entrée, tous les patients ont perdu du poids. Bien sûr en réanimation, la perte de poids est le double de la perte de poids en médecine, mais on voit qu'à 3 mois, aucun des patients, des catégories de patients, a récupéré son poids antérieur. Donc, le suivi et la prise en charge est indispensable. Donc, pour conclure, je pense que je suis dans les temps, peut-être même que j'ai dépassé un tout petit peu. La dénutrition, c'est vraiment une maladie silencieuse qu'on ne verra pas à moins qu'il y ait une extrême maigreur, qu'on ne verra pas si on ne la recherche pas. Elle est sournoise parce qu'elle s'aggrave progressivement, elle est fréquente et elle est grave. Elle va toujours à l'hôpital s'ajouter à une maladie préexistante. Elle nécessite d'être recherchée pour être reconnue. La perte de poids est probablement le meilleur des indicateurs et sa gravité elle est proportionnelle à la perte musculaire. Sa prise en charge doit être systématique et elle est efficace. Et puis, il faut aussi savoir, je n'avais pas le temps d'en parler là, qu'on peut la prévenir ou au moins limiter l'installation de la dénutrition, justement en faisant ces dépistages réguliers toutes les semaines. Je vous remercie. Alors, il y avait une diapo terminale qui vous montre tous les documents ressources qu'on a aux hospices civils et que vous pouvez trouver sur la GED. Donc, il y a déjà le logo que vous avez déjà dans vos services en disant que le poids, ça ne s'invente pas ou ça ne se devine pas, mais ça se mesure. Vous avez les documents sur le dépistage, le diagnostic de la dénutrition chez l'enfant, chez l'adulte et en personne âgée. On a comment peser un patient, comment mesurer un patient, les relevés alimentaires, etc. Donc là, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et très intéressante qui nous rappelle encore l'intérêt de la pesée des patients. L'équipe diététique a mené des actions cette année et les hospices
sont vraiment dans cette démarche. On voit bien qu'effectivement, sans peser, le dépistage de la dénutrition est beaucoup plus complexe. C'est vraiment très, très important de pouvoir poser nos patients dès que possible. Et d'ailleurs, la première question que nous avons est comment concilier la recommandation de diagnostic de la dénutrition dans les 48 heures post-admission et la difficulté d'une partie des critères phénotypiques, par exemple l'évaluation de la force musculaire. Alors, pour dépister un patient, enfin pour faire la recherche d'une dénutrition sur un patient, on n'a besoin qu'un des 3 critères. Donc, l'évaluation de la force musculaire, c'est un plus. Moi, personnellement, en consultation, je m'en sers systématiquement. Mais si on n'a pas les outils pour dépister la force, pour mesurer soit la fonction, soit la force musculaire, eh bien, on s'en passe et on dépiste la dénutrition sur la perte de poids ou éventuellement sur l'IMC. Alors, vous pouvez vous équiper, pour ceux qui ont beaucoup de patients dénutris, vous pouvez vous équiper avec des exemples grippe ou alors mettre en place un protocole d'évaluation de la vitesse de marche. Là, ça ne coûte rien du tout. Il faut simplement avoir un circuit qui permet et un chronomètre de mesurer la vitesse de marche des patients. Ce n'est pas parce qu'on a ces critères que ça n'empêche pas de peser et d'évaluer au moins la perte de poids dans les 48 heures qui suivent l'admission du patient à l'hôpital. Merci beaucoup. La question suivante, de quels outils disposons-nous pour tracer les mensurations et le diagnostic de la dénutrition à l'hôpital ainsi qu'en ville? Alors, à l'hôpital, vous me direz si je me trompe, les outils. Alors, en ce qui concerne le poids, vous avez sur EasyLy ou sur CrystalNet, on peut toujours renseigner le poids et quand vous cliquez sur le poids, vous avez un historique du poids. C'est vrai que parfois, les patients ne se souviennent pas de leur poids. Alors, si on ne connaît pas le poids antérieur, il est aussi facile de savoir si un patient a maigri en lui demandant s'il a dû resserrer la ceinture de son pantalon parce qu'il perdait, s'il flottait dans ses vêtements. Ça, c'est des critères simples à l'interrogatoire. Autrement, aux hospices civils, on peut, si le patient a eu des séjours antérieurs, retracer l'évolution du poids en sachant que le poids, il peut avoir des variations qui sont dues à l'état nutritionnel. Mais je ne veux pas complexifier le domaine. La taille, c'est la même chose, elle est renseignée quand on veut bien la renseigner. Alors, on sait, effectivement, aux hospices civils, on ne sait pas toujours si ce qui a été renseigné est mesuré ou déclaratif. On peut le renseigner, ça, mais ce n'est pas toujours renseigné. Et sur la ville, malheureusement, on n'a pas grand-chose, à part pour la ville, j'allais dire, il faut que tous les médecins mettent dans leur courrier de sortie le poids du patient à la sortie, mentionner l'état nutritionnel et mentionner s'il existe une dénutrition sur le courrier de sortie. Mais inversement, quand on reçoit un patient, qu'on a un courrier d'un médecin correspondant, ces éléments sont rarement notés. Mais je pense qu'il est indispensable que le médecin traitant soit informé que son patient est dénutri pour que lui-même en assure après le suivi. Alors, la question suivante, alors vous en avez déjà un petit peu parlé, mais effectivement, faut-il mesurer les patients ou bien une taille déclarative est-elle suffisante? Alors, dans l'idéal, il faut mesurer le patient. C'est comme la pesée, ça ne s'invente pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours des toises de partout. Donc, on a admis aux hospices civils qu'une taille déclarative pouvait être suffisante pour calculer un IMC. On a vu qu'en plus, l'IMC n'était quand même pas quelque chose de fondamental. Par ailleurs, alors de mesurer un patient, c'est aussi intéressant dans le suivi, surtout chez les personnes âgées, pour savoir s'il y a des tassements vertébraux, des choses comme ça, si la taille se raccourcit. Mais bon, à défaut de toise, on peut se fier sur la taille déclarative. Alors, il y a des personnes qui peuvent se mettre debout. On a des toises particulières qui peuvent permettre de mesurer la taille talon-genou. Et il y a des abacs pour avoir la taille réelle du patient. Et nous avons une dernière question justement par rapport à l'IMC dont vous avez parlé. Est-ce qu'un patient qui a un IMC bas
mais dont le poids de forme est stable, peut être considéré comme dénutri? Alors, ça dépend ce qu'on entend par IMC bas, parce qu'il y a toute une frange de patients qu'on appelle la maigreur constitutionnelle. Ce sont des patients qui ne sont pas dénutris, qui ont de manière constitutionnelle un IMC bas, j'allais dire entre 18,5 et 17. Mais quand vous avez un IMC à 15, franchement, vous êtes dénutri. Ou alors là, oui, vous êtes dénutri et vous avez une pathologie autre qui entraîne cette dénutrition. Par exemple, les anorexiques mentales qui voisinent souvent de nombreuses années à des IMC 14-15 sont des patientes dénutries. Même en ayant une albuminémie et une préalbuminémie normale. Et du coup, pour revenir sur la taille, justement, si le patient n'est pas mesurable, quelle est la moins mauvaise technique pour l'estimation de la taille réelle? S'il n'est pas mesurable et s'il n'a pas il connaît pas sa taille habituelle, alors il y a les réglettes de Shumlea. Normalement, c'est validé que chez la personne âgée, mais on peut l'utiliser. Il y a beaucoup d'équipes qui l'utilisent chez le sujet jeune aussi. Autrement, c'est prendre un mètre de couturière et puis mesurer le patient allongé. De temps en temps, on y arrive. Voilà, on n'a pas bien d'autres techniques sans autre toise. J'allais dire le moins pire, c'est peut-être la toise de Shumlea. Très bien. Et nous arrivons, je pense, sur notre dernière question. Donc, si la perte de poids est rapide suite à un régime alimentaire, donc je suppose que la personne entend une perte de poids volontaire, considère-t-on tout de même le patient dénutri? Alors, c'est le problème de tous les régimes alimentaires. Il faut savoir dans quel cadre il a été fait et quel est ce régime alimentaire, s'il est très restrictif et équilibré, pas déséquilibré. Normalement, un régime alimentaire pour perdre du poids dans le cadre de l'obésité, il doit être associé à du sport pour essayer de préserver la masse maigre, parce que du moment qu'on perd du poids, même avec un régime alimentaire, on va perdre du muscle. Et pour ne pas perdre du muscle, il faut faire des exercices physiques pour maintenir sa masse maigre. Donc, méfiance d'un patient qui a soi-disant perdu du poids de manière volontaire. On voit aussi ça avec la chirurgie bariatrique qui entraîne des pertes de poids importantes avec des régimes qui sont aussi très restrictifs. C'est pour ça et qui entraînent très souvent une dénutrition. J'ai été en chirurgie bariatrique ou dans des régimes alimentaires quand ils sont très restrictifs, par exemple, on demande qu'il y ait une supplémentation en vitamines et oligo-éléments pour ne pas entraîner des carences nutritionnelles dans ces micronutriments. Enfin, je suis très méfiante sur les pertes de poids rapides sur des régimes alimentaires. En plus, dans l'obésité, on ne conseille pas des pertes de poids très rapides. Et normalement, c'est encadré par des médecins ou des diététiciennes qui vont suivre cette perte de poids. Oui, dans tous les cas. La question, mais il faut. C'est pas parce que le patient vous dit j'ai perdu 10 kilos parce que j'ai fait un régime. Moi, je le considérerais plutôt dénutri pour qu'il ait une bonne évaluation, qu'il soit vu par la diététicienne. Et puis, bon, à la terme de cette évaluation, on considère oui ou non que le patient est dénutri, mais il faut être vigilant. Voilà. Très bien, merci. Nous sommes arrivés au terme des questions sur le chat. Écoutez, merci beaucoup, Madame Chambrier. Et puis, écoutez, n'oubliez pas que vous avez un nouveau webinaire tous les jours jusqu'à la fin de la semaine, au même horaire. Donc, n'hésitez pas à vous connecter jusqu'à vendredi. Merci à tous et bon après-midi. Au revoir. Merci.